Minuit 30 ici à Paris, 23h30 à Kinshasa, vous écoutez RFI. Et c'est lors de la dernière édition d'Afrique Soir présentée par Céline Pellarin. Bonsoir Céline. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, la majorité présidentielle a réuni ses partisans pour soutenir le président Joseph Kabila, alors que le facilitateur de l'Union africaine annonce ce soir que les travaux du comité préparatoire du dialogue sont reportés. Le comité de l'ONU contre la torture n'a pas pu continuer son examen de la situation au Burundi. En effet, à Genève, aujourd'hui, la délégation menée par la ministre de la Justice ne s'est pas présentée pour répondre aux questions des experts. Le sommet du traité de l'amitié et de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est achevé à Yamoussoukro. Bilan, des accords ont été signés. Plusieurs portent sur des projets économiques d'envergure. Dans la seconde partie de cette édition d'Afrique Soir, un scandale immobilier et financier agite le Maroc depuis samedi dernier. De hauts responsables auraient profité de prix dérisoires lors de la vente de biens d'État. Notre invité ce soir, c'est l'avocat et universitaire marocain Omar Benjeloun. Alors si ces pratiques ne sont pas nouvelles dans un pays où le clientélisme est fréquent, en revanche, ces révélations interviennent avant des élections dans le royaume chérifien. Et c'est Hugo Moissonnier qui nous parlera de l'actualité sportive. Ce sera dans une vingtaine de minutes. Enfin, le zapping d'appel sur l'actualité. Au menu chez Juan Gomez, vous réagissiez sur l'actualité de votre choix et vous nous avez notamment interpellé sur le retour en République démocratique du Congo de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Vous écoutez RFI, Afrique Soir, bienvenue. On vient de l'apprendre, en République démocratique du Congo, les travaux du comité préparatoire du dialogue sont reportés. Une décision de la facilitation et du groupe de soutien annoncée ce soir dans un communiqué signé par Edem Kodjo, le facilitateur de l'Union africaine. Objectif, permettre aux acteurs de pouvoir prendre des dispositions pour que, je cite, la grande famille du dialogue soit au grand complet. Edem Kodjo demande aux différents acteurs de faire preuve de dépassement pour démarrer les travaux dans quelques jours. Pour rappel, le rassemblement de l'opposition avait récusé Edem Kodjo, dénoncé l'annonce du lancement des travaux et demandé la libération des prisonniers politiques. Et on prend tout de suite la direction de la capitale de la République démocratique du Congo. La majorité présidentielle a organisé aujourd'hui un grand rassemblement de soutien au président Joseph Kabila. Le stade Tata Raphaël, qui accueillait l'événement d'une capacité de plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, était comble. Et justement, je vous propose d'écouter des témoignages de participants à ce meeting qui expliquent les raisons de leur présence. Hier, c'était l'opposition qui a accueilli les leaders, mais aujourd'hui, nous sommes venus accueillir notre majorité et nous sommes venus unis comme un seul homme pour la paix et le dialogue. Nous sommes venus dans l'objectif de soutenir le chef de l'État dans sa vision et dans la paix, non dans la turpitude. Enfin, le dialogue, nous voulons que l'opposition et la majorité soient unis pour qu'ils puissent nous amener vers les élections. C'est ça. Et amener notre pays en avant. Dialogue, 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 dialogue. Nous avons besoin d'un bon président comme Joseph Kabila, qu'il mérite, qui va être avec nous jusqu'à 2020. Nous avons besoin de Kabila. Un des témoignages recueillis par Sonia Rollet à Kinshasa. Réaction de l'opposition. Le G7 dénonce la rupture de la continuité des services publics et l'obligation faite aux fonctionnaires de participer à ce meeting de la majorité présidentielle. Il n'avait rien de spontané, a dit à RFI le vice-président du G7. Il se dit même prêt, en tant que député, à demander une commission d'enquête à l'Assemblée. L'opposition qui organisera dimanche un meeting pour réclamer le retrait de Joseph Kabila à l'expiration de son mandat présidentiel en décembre. Dans l'actualité congolaise également, Kofi Olomide a finalement été placé sous mandat de dépôt. Ses avocats n'ont pas réussi à obtenir la liberté provisoire pour la star congolaise. Il est accusé d'avoir battu une de ses danseuses au Kenya. La scène avait été enregistrée et tourne désormais en boucle sur les réseaux sociaux. L'artiste congolais va donc passer au moins 15 jours de plus en prison. Écoutez la réaction de son avocat, Maître Rufin Luku. C'est principalement un scandale parce que c'est un déni de justice pour la simple raison que c'est une star nationale. La loi congolaise établit que pour que la personne puisse se trouver être refusée la liberté provisoire, c'est lorsque sa fuite est à craindre et qu'il n'a pas d'adresse connue et que l'infraction est suffisamment grave. Alors cette infraction des causes de blessures chez nous c'est punissable de 2 mois à 6 mois.
Et s'il y a eu préméditation, c'est 2 ans au maximum. Donc, dans la catégorie des infractions dans notre pays, ce n'est pas parmi les infractions. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'ils l'ont jugé récidiviste ? C'est possible, mais la démarche est arbitraire. Nos cours de tribunaux sont totalement incompétents dès lors qu'il n'y a pas la plainte, n'est-ce pas, de la victime, et que la République du Kenya n'a pas envoyé le dossier ici, ou bien n'a pas fait un transfert de dossier. Donc, c'est l'arbitraire, il faut immédiatement libérer Koffi Olomide, sinon nous allons actionner une procédure contre le magistrat qui a signé le mandat d'arrêt provisoire pour arrestation arbitraire et détention arbitraire. L'avocat de Koffi Olomide, maître Rufine Louko, au micro de notre correspondante à Kinshasa, Sonia Rollet. Et c'est un rendez-vous raté. À Genève, le comité des Nations Unies contre la torture devait poursuivre son examen spécial sur le Burundi. La délégation burundaise ne s'est tout simplement pas présentée. Et dans l'histoire du comité de l'ONU contre la torture, c'est une première. Carole Valade. Nous avons d'abord été surpris, puis choqués, confie l'un des experts du comité contre la torture. Pour la première fois dans son histoire, un gouvernement a refusé de répondre aux questions lors d'un examen spécial. Il s'agit du Burundi. Pour Armel Nyangere de l'Association des chrétiens contre la torture, c'est un très mauvais signal envoyé à l'ONU. Cela montre que le gouvernement est en train de montrer à la communauté internationale qu'ils n'ont pas de compte à rendre, alors qu'ils devraient expliquer ce qui se passe au pays, parce que le monde est en train de suivre les crimes qui sont commis au Burundi jour au jour. Dans une note laissée au comité, la ministre burundaise de la Justice a demandé plus de temps pour répondre aux questions posées la veille. Le comité refuse et tente d'en informer la délégation par téléphone, mais celle-ci ne répond pas. Il reste moins de 48 heures au Burundi pour fournir de nouveaux éléments. Le comité lui propose une nouvelle réunion à huis clos. Cette fois, l'invitation sera-t-elle honorée ? La ministre, jointe hier par téléphone, n'a pas souhaité le dire. Carole Valade. Et on a appris ce soir cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Sur proposition de la France, les Nations Unies vont déployer progressivement 228 policiers au Burundi pour tenter de ramener le calme et faire respecter les droits de l'homme. Ces policiers de l'ONU seront envoyés à Bujumbura et dans tout le Burundi pour une période initiale d'1 an. Leur mission pourra être prolongée ou modifiée si la situation empire. Au Gabon, la justice a décidé ce vendredi après-midi de remettre en liberté Firmin Olo, le coordinateur des jeunes de l'Union nationale. Il a été arrêté il y a 8 jours. Le juge a estimé que sa détention préventive n'était pas justifiée, mais le jeune opposant est toujours inculpé pour incitation à la violence, attroupement armé et destruction de biens privés et publics. L'opposition dénonce des poursuites abusives. Par ailleurs, dans un communiqué, le Parti socialiste français demande aux autorités gabonaises de libérer, je cite, les dizaines de militants politiques arrêtés ces dernières semaines. Le Parti socialiste français qui qualifie le climat social et politique au Gabon de délétère à moins d'1 mois de la présidentielle. Au Soudan du Sud, le rédacteur en chef du Juba Monitor, Alfred Taban, a été libéré sous caution ce vendredi après 15 jours de détention. Mais il était encore hier soir à l'hôpital. Il y a été transféré il y a 2 jours plus tôt au cours de sa détention. Le journaliste, reconnu pour son travail, reste poursuivi pour publication de fausses informations de nature à affaiblir l'autorité du chef de l'État. Alfred Taban a été arrêté le 16 juillet après la publication d'un éditorial dans lequel il appelait à la démission du président sud-soudanais Salva Kiir et du premier vice-président Riek Machar pour leur incapacité à mettre fin au conflit qui divise le pays. À Yamoussoukro, le 5e sommet du traité de l'amitié et de la coopération s'est achevé ce soir. 13 accords bilatéraux ont été signés entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, dont plusieurs partenariats économiques. Des chantiers importants, une autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la rénovation de la ligne de chemin de fer entre les deux pays et la construction d'un pipeline. Les précisions d'Albert Mabry-Toikeuse, ministre ivoirien des Affaires étrangères. Si je prends le cas de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, il s'agit donc de 1000 km au total et aujourd'hui le coût de l'autoroute est estimé pour le kilomètre à 2 milliards de francs CFA. Donc on voit qu'il y a 2000 milliards de francs CFA qu'il faut pour faire l'autoroute. Nous sommes engagés donc à rechercher le financement ensemble avec certains pays amis mais aussi avec les instruments de financement de développement que nous avons sur le continent africain, notamment la BAD. Pour ce qui est du chemin de fer, la première phase qui va être réalisée va coûter environ 130 milliards et après il y a 270 milliards qu'il faut pouvoir mobiliser pour terminer ces travaux. En ce qui concerne les hydrocarbures,
la société de pipeline se mettra en place, le Burkina aura 10% dans le capital, d'autres pays tapent à la porte pour venir dans le capital. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères au micro de notre correspondant Frédéric Gara. Au Sénégal, le tribunal spécial africain a statué sur le montant des indemnités qu'Hissène devra verser aux milliers de victimes de son régime. L'ancien président tchadien, déjà condamné à la prison à vie, devra verser jusqu'à 20 millions de francs CFA par victime. Cela représente plus de 30 000 euros. Reed Brody est conseiller juridique pour Human Rights Watch. Maintenant, il faut localiser et saisir les biens d'Hissène pour s'assurer que ces victimes soient bien indemnisées. Le tribunal a déjà gelé certains des avoirs d'Hissène, notamment une maison dans un quartier huppé de Dakar, mais on pense que Hissène possède encore beaucoup plus d'actifs. Il ne faut pas oublier qu'avant de quitter le Tchad, Hissène a vidé le trésor. Il a amené cet argent avec lui au Sénégal. Quand il est arrivé, il a confié ses avoirs à la CBAO, à Abdoul Mbaye, qui était le directeur de la CBAO. Maintenant, il s'agit justement d'aller chercher au Sénégal et ailleurs l'argent qu'Hissène aurait caché pour que cet argent serve pour les victimes. Reed Brody, conseiller juridique pour Human Rights Watch. De nouvelles précisions dans l'affaire des Panama Papers au Niger. Celui qui est surnommé le roi des autobus, Mohamed Rissa Ali, est soupçonné d'avoir dissimulé ses revenus aux Seychelles. Mais d'autres informations contredisent en revanche son arrestation à l'aéroport de Niamey il y a quelques mois. Édouard Dupénoit. Il faut bien distinguer deux informations. D'une part, il y a les révélations du consortium des journalistes d'investigation, ce sont les fameux Panama Papers. Il existe une société et un compte bancaire ouvert en 2008 par Mohamed Rissa Ali et domicilié aux Seychelles. Il utiliserait cette société pour dissimuler les revenus que génère son gigantesque réseau de bus, un réseau qui couvre tout le Niger et plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. D'autre part, il y a eu cette affaire d'arrestation à l'aéroport de Niamey. Mais le directeur général de la douane, Issaka Assouman, est formel. Ce n'est pas Mohamed Rissa Ali qui a été arrêté avec une forte somme d'argent. Nous n'avons jamais saisi un seul centime sur ce monsieur. En tout cas, Rissa dit Rimbo. En tout cas, pas la douane nigérienne. Je suis formel là-dessus. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'il y a bien eu une arrestation à l'aéroport. Le directeur des douanes donne même à ce sujet quelques précisions. C'est vrai, à un moment donné, on a saisi des devises au niveau de l'aéroport international Djori Hamane de Niamey, d'une certaine importance, mais c'est sur des non-nigériens, des opérateurs économiques d'un pays voisin en transit au Niger sur Dubaï. À l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas réussi à joindre Mohamed Rissa Ali. Édouard Dupénoit. Soupçon de détournement d'argent également au Cameroun avec cette nouvelle arrestation dans le cadre de l'opération anticorruption épervier. Cette fois, c'est l'ancien directeur général de la radio-télévision nationale qui a été placé en détention aujourd'hui, à peu avant midi. Après 11 ans passés à la tête de la CRTV, il avait été remplacé fin juin. En Libye, la production pétrolière reprend. Le gouvernement d'Union nationale de Tripoli annonce la réouverture de 2 principaux terminaux pétroliers après 6 mois de fermeture. Et pour obtenir cette mesure, un accord a été signé avec une milice locale au centre du pays. De son côté, le Parlement de Tobrouk, non reconnu par la communauté internationale, s'oppose toujours à cette production pétrolière sans son accord. Les précisions de Ouda Ibrahim. Le Parlement libyen considère comme illégal le gouvernement de Tripoli soutenu par la communauté internationale. Il ne l'a toujours pas reconnu depuis son installation fin mars dans la capitale. Pour lui, ce gouvernement d'union nationale n'a donc pas le droit de passer des accords concernant le pétrole et n'a pas le droit de l'exporter. Les militaires de l'Est vont jusqu'à menacer de viser les bateaux d'exportation. De son côté, la Compagnie nationale de pétrole, qui gère les terminaux pétroliers, proteste contre ce même accord. Le gouvernement de Tripoli, en manque de liquidités et souffrant d'une grave crise économique, a besoin de l'argent de pétrole. Mais le gouvernement de l'Est aussi. En l'absence d'un nouvel accord politique entre les deux parties, une confrontation autour du champ pétrolier ne pas à exclure. À l'heure actuelle, 48% de réservoirs dans ces 2 terminaux sont toujours endommagés suite aux attaques du groupe État islamique en début de l'année.
Ouda Ibrahim. Et reprise du travail également dans la mine d'or de Tasiast en Mauritanie. Un accord a été trouvé entre la compagnie canadienne King Cross et le gouvernement mauritanien. Accord qui ont permis aux deux parties de résoudre la question des permis de travail des employés expatriés de la compagnie. 22h45 à Nouakchott. Afrique Soir sur RFI. Céline Pellarin. Restez à l'écoute de la radio du monde. Les sports dans quelques minutes et c'est Hugo Moissonnier qui sera aux commandes. Mais tout de suite, place à l'invité d'Afrique Soir. Un scandale agite le Maroc depuis samedi dernier. Scandale qui suit la révélation par 2 sites d'information indépendants de la vente de biens de l'État à des prix dérisoires à des hauts responsables, dont le Wali de Rabat, c'est-à-dire le préfet de la capitale. L'affaire n'en finit pas de rebondir avec des documents montrant que 2 ministres et des conseillers du roi ont également bénéficié de tarifs très avantageux afin d'acquérir des terrains dans un quartier huppé de Rabat. Notre invité ce soir, c'est l'avocat universitaire marocain Omar Benjeloun. Il explique que ces pratiques ne sont pas nouvelles et qu'elles sont même légales dans un pays où le clientélisme est fréquent, même si elles sont condamnables aux yeux de l'opinion publique. Il rappelle surtout que ces révélations interviennent en période préélectorale. Omar Benjeloun est l'invité de Léonard Vincent. Omar Benjeloun, bonjour. Oui, bonjour. Une fois de plus, la gestion et la répartition du parc foncier est au cœur d'un nouveau scandale au Maroc. Quelles sont les règles juridiques qui encadrent la gestion de ce parc ? La juridisation du parc foncier marocain a démarré à partir de 1995 par un décret gouvernemental. Mais cela dit, le parc foncier a toujours été sujet à répartition de privilèges depuis l'indépendance du Maroc, de privilèges orientés vers les dignitaires de l'État, quel que soit leur corps constitué ou quelle que soit leur appartenance politique. Ceci dit, une fois que ce phénomène a fait florès et a jailli au sein de l'opinion publique, donc il y a eu une réglementation par un décret de 95. Toutefois, ce décret de 95 n'a pas été publié au bulletin officiel justement pour des raisons de confidentialité, pour pouvoir continuer à faire disposer ce parc aux privilégiés du régime. Et en 2002, cette réalité a été encore plus encadrée par le fait que la donation ou la cession d'un bien foncier vers un commis de l'État doit être accordée par le Premier ministre lui-même suite à une commission d'études et d'examens, etc. Donc ça a été beaucoup plus encadré par une réglementation drastique en 2002. Donc ce que vous dites, c'est que la répartition des biens de l'État est le secret le plus connu et le mieux gardé du Maroc ? Tout à fait, c'est un secret de polichinelle. On sait bien qu'un ensemble de dignitaires politiques, militaires, intellectuels ont bénéficié de cette rente, de signataires du manifeste de l'indépendance, de résistants, enfin un ensemble de dignitaires et de leurs héritiers ont bénéficié de ce parc foncier, et ça continue bien sûr. Donc, dans le scandale d'aujourd'hui, les ministres de l'Intérieur et des Finances ont défendu les ventes d'un terrain à des prix dérisoires, puisqu'il s'agit de ça, en expliquant qu'il faisait partie, ce bien, d'un lotissement résidentiel destiné aux serviteurs et fonctionnaires de l'État. De quoi s'agit-il précisément ? Dans le langage ou le glossaire du ministère de l'Intérieur, cela veut dire qu'il était destiné aux agents d'autorité. Ça part du caïd au pacha jusqu'au gouverneur et au wali. Donc légalement, juridiquement, utiliser un décret qui date de 95 et mis à jour en 2002, la légalité ou le formalisme rendrait bien évidemment la cession légale. Maintenant, est-ce que ça s'inscrit dans le cadre justement d'une transparence ou dans le cadre d'un privilège condamnable aux yeux de l'opinion publique? Ça, c'est autre chose. Cette gestion clientéliste du parc foncier a-t-elle bénéficié à tous les camps politiques marocains? Ah ben oui, enfin, à quelques exceptions près, mais depuis l'indépendance, les grands dignitaires du parti de l'Istiklal et même les fondateurs du parti Justice et Développement islamiste, je pense au docteur Al-Khatib qui est le fondateur du parti islamiste, a été l'un des grands propriétaires terriens suite à la marocanisation des terres, bien évidemment. Et d'ailleurs, dans ce sens, il a souvent miroité aux populations et aux paysans que certains terrains étaient voulus par le prince héritier de l'époque, qui était le roi Hassan II, et donc en son nom, il mettait ses territoires et ses terrains en sa propriété, bien évidemment. Donc ce sont des pratiques très très anciennes, et à l'époque, comme vous le savez, il n'y avait pas des outils de communication, et une opinion publique n'était pas forcément au fait des différentes techniques d'appropriation. Alors comment expliquer l'irruption de ce scandale aujourd'hui? Pourquoi précisément maintenant? Qu'est-ce qu'il y a dans le calendrier politique marocain qui explique cette survenue aujourd'hui?
Il est clair qu'il y a des règlements de compte, il y a des bras de fer entre ce qu'on pourrait appeler la technostructure avec les élus du parti islamiste, et donc il y a eu souvent des divulgations de biens mal acquis ou des divulgations de faux et usage de faux, etc. Et donc aujourd'hui, il est vraisemblable que le parti islamiste a réagi en diffusant quelques informations et éventuellement a cru bon de divulguer une information pour gargariser l'opinion publique à 2 mois des élections législatives. Le problème, c'est que c'est un phénomène qui date depuis l'indépendance, ce n'est pas nouveau, et que tout le spectre des partis dits institutionnels ou intégrés dans le champ systémique et électoral marocain ont bénéficié de cette rente-là, et leurs héritiers sont encore parmi nous, voire il y a des vivants et des morts, mais en tout cas, cette réalité-là, a toujours fait florès. On ne va pas pouvoir se limiter à la cession octroyée au Wali de Rabat pour trouver des éléments constitutifs d'un scandale politique. Dans un pays comme le Maroc où la pauvreté est quand même très problématique encore, j'imagine que ce genre d'accusation doit faire quand même très mal à des responsables politiques. Tout à fait, c'est pour cela que justement, quand bien même la légalité ou le fétichisme réglementaire serait respecté ou la procédure serait respectée, mais éthiquement, bien évidemment, dans des ceintures et du périurbain remplis de bidonvillois, cette pratique, bien sûr, restera condamnable par l'opinion publique, même si l'État trouvera toujours des explications par rapport à ce genre de session, notamment pour remercier quelques dignitaires ou quelques commis de l'État. En tout cas, effectivement, ça crée une ambiance d'injustice entre les uns et les autres. Omar Bedjeloun, merci. L'avocat universitaire marocain était l'invité de Léonard Vincent. À la une de l'actualité internationale en France, l'enquête avance après l'assassinat du prêtre dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Un homme de 19 ans a été mis en examen et écroué. Mesure judiciaire identique également pour 2 hommes arrêtés en Autriche, soupçonnés par la justice française d'avoir voulu participer aux attentats du 13 novembre en France. La purge en Turquie s'étend au monde des affaires avec les premières gardes à vue de dirigeants d'entreprises, tandis que 2 semaines après le putsch raté, 17 journalistes ont été placés en détention préventive pour lien avec le prédicateur Fethullah Gülen. Et puis l'ancien président brésilien Lula devrait répondre durant un procès sur le scandale de corruption Petrobras. Il a été inculpé en raison d'une tentative d'entrave à la justice. Vous écoutez RFI et on retrouve tout de suite Hugo Moissonnier pour le journal des sports. Bonsoir Hugo. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Au Nigeria, la légende du football africain Stephen Keshi a été enterré ce vendredi. Le vainqueur des CAN 1994 et 2013 en tant que joueur et sélectionneur a été inhumé le matin à Ila, sa ville natale dans l'état du Delta au sud du Nigeria. Ses obsèques avaient débuté ce jeudi à Benin City dans l'état d'Edo, la ville où il s'était éteint le 8 juin dernier à l'âge de 54 ans. Sa famille et ses proches étaient évidemment présent pour lui rendre un dernier hommage, tout comme certains de ses anciens coéquipiers, des membres de la génération 94, championne d'Afrique et 8e de finaliste de la Coupe du Monde aux États-Unis. Le Big Boss est également connu pour avoir qualifié le Togo pour son premier mondial, la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Il est aussi le seul technicien africain à avoir conduit une équipe en 8e de finale de cette compétition. C'était en 2014. Le Nigeria s'était incliné face à la France. Le mercato se poursuit. Hugo, le capitaine du Niger, Moussa Mazou, revient en France. À 28 ans, celui qui a porté le maillot du MENA national à une quarantaine de reprises pour 12 buts inscrits rejoint l'AC Ajaccio en Ligue 2. À 28 ans, il va découvrir le 14e club de sa carrière, lui qui a pas mal bourlingué en Europe, mais pas que. Il a joué en Belgique, en Russie, au Portugal et même en Chine. L'an passé, il était en première division danoise à Randers. Moussa Mazou est déjà passé par la France et notamment par Monaco, puis Bordeaux en 2010 et 2011. Une mauvaise période pour lui puisqu'il avait remporté un trophée parodique, le Ballon de plomb, décerné par le site internet satirique Les Cahiers du football. Le Nigérien, il faut le dire, était en difficulté à l'époque en Ligue 1 et il s'était surtout distingué par des déclarations maladroites dans la presse. Plus valorisant pour lui, Moussa Mazou a également porté les couleurs du Niger lors des CAN 2012 et 2013, soit les 2 seuls CAN disputés par son pays. Et l'international sénégalais Armand Traoré, lui, reste en 2e division anglaise. Après un début de carrière qu'il a vu passer par Arsenal ou la Juventus Turin, puis 5 saisons du côté des Queen's Park Rangers, le latéral gauche débarque à Nottingham Forest. Il vient de signer pour 3 ans. Âgé de 26 ans, Armand Traoré ne compte que quelques sélections avec
les Lions de la Teranga du Sénégal. Et un international français cette fois, mais d'origine sénégalaise, rejoint l'OM. Bafétimbi Gomis signe à Marseille. À 30 ans, l'attaquant international français retrouve la Ligue 1 après 2 saisons difficiles en Première Ligue sous les couleurs de Swansea. 17 buts inscrits en 71 rencontres. L'ancien Stéphanois et lyonnais est prêté sans option d'achat. Bafé Gomis, comme on l'appelle, c'est plus simple, a porté 12 fois le maillot de l'équipe de France pour 3 buts inscrits. Hugo, on va parler à présent de handball. L'équipe masculine de la Tunisie s'envole ce samedi pour Rio. Les 14 joueurs sortent d'une préparation pour les Jeux Olympiques ponctuée par un stage à Nabeul, une ville située à une 60aine de kilomètres au sud-est de Tunis. Après 2 défaites en amical face à l'Allemagne et la Slovénie, les hommes du sélectionneur se sont bien rattrapés, les hommes du sélectionneur Zouabi, malgré quelques accrochages entre des joueurs et le staff, justement. Farouk Katou. La Tunisie a bien réussi sa préparation pour les Jeux Olympiques avec un déplacement face à l'Allemagne et à la Slovénie et 2 autres rencontres à Nabeul à 60 km de Tunis avec la sélection grecque. 2 matchs remportés sans grande difficulté par le 7 tunisien. Lors de ce dernier stage, 2 joueurs, Abdelhak et Sanay, ont quitté la sélection. Le premier n'a pas apprécié d'être considéré comme 15e joueur et le second n'a pas réussi son intégration au sein du groupe. Le sélectionneur tunisien n'a pas cherché à les retenir et les a remplacés par un seul élément, l'ailier droit de l'Espérance, Mohamed Ali Bahar. La sélection tunisienne, qui se rendra ce samedi à Rio, part avec de grandes ambitions. Ces joueurs vont se battre pour atteindre au moins les quarts de finale, même si à première vue, le groupe dans lequel évoluera cette sélection tunisienne paraît très relevé. L'expérience de ces joueurs cadres, à l'instar de Tej, Meguez et Saïd, devrait lui permettre d'atteindre ses objectifs. Farouk Katou, Tunis et RFI. Et on rappelle qu'à Londres, en 2012, les Tunisiens avaient accroché une 8e place historique. Cette année, ils retrouveront la France, mais également le Qatar, le Danemark, l'Argentine et la Croatie dans une poule très relevée comme nous en parlait Farouk Katou. Et on referme Hugo ce journal avec du tennis. Fin de parcours pour Kevin Anderson au Masters 1000 de Toronto. Le Sud-Africain, 34e joueur mondial, s'incline en quart de finale face à Stan Wawrinka, tête de série numéro 2. Le Suisse s'impose en 2 manches, 6-3, 6-1. Et c'était le journal des sports d'Hugo Moissonnier. C'est la fin de cette édition d'Afrique Soir, préparée avec Vivian Lucuivre. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans 3 minutes, un nouveau journal sur la radio du Monde. Et pour l'heure, c'est le zapping d'appel sur l'actualité. Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Bienvenue, c'est l'heure du zapping. Ce matin, vous réagissiez à l'actualité de votre choix et vous nous avez notamment interpellé sur le retour en République démocratique du Congo d'Étienne Tshisekedi, l'opposant historique. Écoutez, pour rien au monde, je pouvais manquer cette occasion. Le retour de Étienne Tshisekedi renvoie 2 messages importants. D'abord, celui, je veux dire, c'est le message qui exprime évidemment la soif pour les Congolais d'avoir le changement, d'avoir l'alternance au sommet de l'État. Parce que le monde qui a eu ce jour-là, Juan Gomez, si vous étiez là, vous serez étonné. Je crois que vous seriez même évanoui. Parce qu'on n'a jamais vu ça ici à Kinshasa. L'Allemagne sous le choc après les 2 attentats revendiqués par Daesh, la politique migratoire d'Angela Merkel est de nouveau pointée du doigt. Je suis très opposé donc à cette politique. Je trouve qu'il n'est pas une politique qui a été à l'avance préparée, qui a été préparée pour pouvoir donc accueillir ces immigrés. Il est bien beau cet acte, c'est un acte qui est très salué, qui doit être salué même d'ailleurs, mais je pense que les conditions n'ont pas été réunies. Par exemple, des conditions de contrôle pour pouvoir savoir exactement quels sont ceux qui rentrent sur le territoire, car nous avons assisté ici, Rouen, à une entrée très massive. En France, l'union sacrée de la classe politique autour du gouvernement est définitivement enterrée après un nouvel attentat revendiqué cette semaine par Daesh dans une église en Normandie. Dès le lendemain de l'attaque de Nice, j'avais été indigné d'entendre des responsables politiques de droite mettre en cause le gouvernement pour ne pas avoir pu déjouer cet attentat. Alors même que des familles ils sont encore en deuil, au moment où la nation a besoin d'unité pour faire bloc tous ensemble contre Daesh, je trouve que cette attitude est totalement irresponsable. Des réactions également sur la décision de la Cour constitutionnelle du Gabon de valider la candidature du président sortant Ali Bongo Ondimba. Il est très évident pour moi que notre président était gabonais et qu'enfin nous allons parler des vraies choses, c'est-à-dire du développement du Gabon. Et pour un président sortant, il y a beaucoup de moyens
de l'attaquer, notamment sur son bilan. Et justement, lundi, nous prolongerons le débat avec Nicolas Brousse, 33 9 693 693 70. Géopolitique, le débat, Toufik Benaïchouch. Dans ce siècle de mondialisation à outrance, parler d'État, de nation ou même d'identité a-t-il encore un sens ? Ou faut-il au contraire transcender toutes ces notions et en inventer d'autres ? Avec nos invités, nous tenterons d'apporter des réponses. Géopolitique, le débat. Toufik Benaïchouch. Demain, à partir de 18h10 TU. RFI.